Il vivait seul, dans un hameau reculé accroché aux montagnes des Hautes-Alpes, sans électricité, sans eau courante, sans téléphone. Son nom, Marcel Enfou. Un homme à part, un ermite moderne, diront certains. Un marginal pour d'autres. Mais ce que personne n'imaginait, c'est que derrière son apparente pauvreté se cachait un patrimoine immobilier de plus d'1,5 million d'euros, et que son histoire allait bientôt déchaîner la France entière. Lui, c'était l'homme que tout le monde connaissait dans le village de Puy-Saint-Pierre. Toujours vêtu simplement, parfois sale, souvent souriant. Il cultivait ses terres et vivait dans une cabane de fortune, au milieu des montagnes. Ce qu'il possédait pourtant valait de l'or, 5 maisons situées à 2 pas de la très prisée station de ski de Serre-Chevalier. Mais Marcel n'en profitait pas. Il préférait la solitude, les arbres et le silence. En 2010, Sandrine de Villars entre dans sa vie. Une Parisienne, élégante, maquillée, vive. Âgée de 42 ans, elle travaille dans l'immobilier. Elle est en vacances dans la région quand elle rencontre Marcel. Et là, surprise, elle dit tomber amoureuse. De lui, de sa sincérité, de son authenticité. En quelques mois à peine, les deux se rapprochent. Et contre toute attente, ils annoncent leur mariage. Dans le village, c'est la stupeur. Personne ne comprend. On murmure, on s'indigne. Le jour de la cérémonie, certains habitants vont jusqu'à crier « Ne signe pas Marcel ! Tu es en train de te faire avoir !» Mais il sourit, il signe. Il semble confiant, comme s'il voulait y croire. Le contraste entre les deux est frappant. Elle, toujours tirée à 4 épingles, roulant dans une grosse voiture, parlant de projets, d'avenir, d'investissement. Lui, refusant d'installer l'électricité chez lui, dormant parfois à la belle étoile et refusant catégoriquement de vendre ses terres. Beaucoup dans le village parlent d'un mariage d'intérêt, d'une mascarade. Mais Marcel, lui, reste silencieux, peut-être amoureux, peut-être simplement libre. 1 an plus tard, tout s'effondre. Le 29 novembre 2012, Marcel meurt dans un accident de voiture. Un choc brutal. Une route de montagne, une nuit sombre, un virage mal négocié. Et son véhicule quitte la chaussée. À ses côtés, au moment du drame, un proche de Sandrine au volant. L'accident, disent les rapports, est dû à une erreur de conduite. Mais dans le village, les rumeurs prennent feu. Certains parlent de coïncidences trop parfaites, d'autres d'un hasard qui tombe trop bien, car Marcel est mort. Mais il n'avait toujours pas modifié son testament. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Jusqu'à ce que, quelques semaines après les funérailles, un document manuscrit refasse surface. Un testament, écrit de la main de Marcel, daté de quelques mois seulement avant sa mort. Un texte simple mais glaçant. Il y lègue tous ses biens à ses 5 locataires et ajoute une ligne qui résonne encore aujourd'hui. Je ne lègue rien à ma femme. Le choc est immense. Sandrine conteste immédiatement le document. Elle affirme qu'il a été manipulé, que Marcel aurait subi des pressions, que ce n'est pas son écriture. Mais les expertises tombent. Le testament est authentique. Alors commence une guerre judiciaire. D'un côté, la veuve, officiellement mariée, légalement héritière en l'absence de testament. De l'autre, 5 locataires modestes, surpris, presque incrédules, que Marcel leur ait tout laissé. Pendant plusieurs années, les avocats s'affrontent. Les témoins défilent. Les médias s'en emparent. Sandrine, elle, ne lâche rien. Elle tente de récupérer au moins une des maisons, celle où elle dit avoir partagé des moments avec Marcel. Mais la justice reste ferme. Tout indique que Marcel savait ce qu'il faisait, qu'il voulait protéger ses terres, même après sa mort. Et pendant ce temps, les habitants du village, eux, racontent leur version.
Ils se souviennent d'un homme simple, un peu sauvage, mais généreux. Et tous se demandent encore aujourd'hui, Marcel a-t-il été dupé ou avait-il tout compris dès le début? Le temps passe, mais l'affaire ne s'éteint pas. En 2017, la Cour d'appel de Grenoble confirme que le testament est bien valide. Sandrine de Villars ne recevra rien. En 2019, la Cour de cassation clôt définitivement le dossier pénal. Aucune trace d'abus de faiblesse. Aucun élément permettant de prouver que Marcel aurait été manipulé. La justice, pour elle, a parlé. Mais dans l'ombre, Sandrine continue. Elle entame d'autres procédures. Elle tente à nouveau de récupérer l'une des maisons, affirmant qu'elle y a droit en tant qu'épouse légitime. Mais la réponse reste la même. Ce que Marcel a écrit, ce que Marcel a décidé, restera. Aujourd'hui encore, cette histoire divise. Certains voient en Sandrine une opportuniste, venue de Paris pour s'enrichir aux dépens d'un homme vulnérable. D'autres, plus rares, pensent qu'elle a pu l'aimer. Mais qu'importe ce que l'on croit. Marcel, lui, a laissé un message clair, un acte de défi, une décision écrite de sa main qui traverse le temps comme un murmure silencieux. Il voulait que ses biens reviennent à ceux qu'il considérait comme sa vraie famille. Ceux qui, selon lui, l'avaient accepté comme il était, sans costume, sans façade, sans intérêt. Dans les montagnes des Hautes-Alpes, le vent souffle encore sur la cabane sans électricité où vivait Marcel en fou. Et l'on raconte que, certains soirs, la lumière de la lune éclaire les pierres froides de sa maison. Comme pour rappeler que parfois, même les plus humbles laissent derrière eux les histoires les plus puissantes.